Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'un temps d'avance consacré à l'histoire de la ville d'Amiens. Dans cet épisode, nous allons explorer les temps antiques et médiévaux de la capitale picarde. En effet, nous partirons d'abord à la rencontre des Gallo-Romains qui se sont établis dans la très riche cité de Samarobriva pour ensuite nous arrêter un instant sur l'essor économique et l'installation des institutions municipales de la ville médiévale. Enfin, nous achèverons notre voyage par la célèbre cathédrale gothique, flamboyant symbole d'une époque où mesure et démesure pouvaient coexister dans un seul et même lieu. Le nom de la ville d'Amiens fait référence aux Ambiens, un peuple celte qui s'est installé à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ dans la vallée de la Somme. Les Ambiens forment alors une tribu riche et prospère, grâce notamment à la qualité de leurs produits artisanaux et aux guerriers qui préservent valeureusement l'intégrité du territoire. Cependant, au 1er siècle de notre ère, les Romains finissent par prendre Samarobriva, qui veut dire pont sur la Somme, pour la position hautement stratégique qu'elle occupe en Gaule. En effet, la cité antique amiénoise était particulièrement intéressante en raison de sa position géographique. Elle était située sur la Via Agrippa, l'axe allant de Lyon à Boulogne-sur-Mer en vue de la conquête de la Bretagne. Cet axe est d'ailleurs toujours visible aujourd'hui dans la ville amiénoise, aux rues Saint-Fucien, rue des Otages, rue Saint-Leu. C'est donc à Agrippa, le gouverneur de la Gaule auprès de l'empereur Auguste, à qui l'on doit d'avoir initié le processus de romanisation de la cité de Samarobriva. Nous nous trouvons à Boves, non loin d'Amiens, sur l'un des sites antiques de la région où sont réalisées en ce moment même des fouilles archéologiques préventives. Ce site fait partie d'un vaste réseau d'édifices agricoles organisés de manière concentrique autour de la capitale de cité. Samarobriva avait en effet une population importante qu'il fallait nourrir. C'est ainsi qu'un maillage de villas, c'est-à-dire de grandes propriétés agricoles, a vu le jour à l'époque gallo-romaine. Ces villas étaient accompagnées de petites fermes où l'on pouvait y pratiquer toute forme d'activité. Ces édifices agricoles placés sur des terres extrêmement fertiles représentaient un pan entier et particulièrement dynamique de l'économie locale. Depuis des décennies, les recherches permettent de mettre à jour des données essentielles sur l'aspect physique de Samarobriva. On sait par exemple aujourd'hui que la cité présentait un bel ensemble de monuments typiques de Rome et de sa culture, organisés par un plan en damier orienté selon le cours d'eau de la Somme. En effet, un important forum, lieu où l'on traitait les affaires politiques, commerciales et religieuses, était situé sur une zone allant de l'actuel hôtel de ville au palais de justice. De la même façon, on a retrouvé les traces d'un grand théâtre romain où l'on jouait en particulier des tragédies de Sénèque sur le site de l'actuel quartier de la Gare. On pouvait également assister à des jeux, dont des combats de gladiateurs, dans un amphithéâtre d'environ 15 000 personnes au niveau de la place du Beffroi. À noter également les thermes de la rue de Beauvais, les mieux connus à ce jour, qui présentaient une entrée monumentale, une cour bordée de portiques et 2 grandes salles avec piscine entourées de banquettes. Nous sommes à présent au musée de Picardie où l'on peut admirer de superbes collections de l'histoire antique de Samarobriva. C'est à partir du XVIIe siècle que de vastes recherches archéologiques sont menées dans la ville d'Amiens, permettant ainsi d'élargir les connaissances sur la période. Parmi les plus illustres découvreurs, on retrouve Charles Pinsard, dont les 72 manuscrits sur les rues d'Amiens regorgent d'informations, François Vassel, qui a profité de la reconstruction de la ville au XXe siècle pour faire avancer la recherche, et plus récemment les archéologues Jean-Luc Massy et Didier Bayard qui ont réalisé dans les années 1980 un précieux plan de la ville antique, îlot par îlot. Au fur et à mesure du temps, des pièces exceptionnelles de la période antique ont été exhumées. Parmi elles, cette stèle aux 3 personnages, datée du IIe siècle après notre ère, représentant des habitants de Samarobriva. On peut apercevoir au centre un défunt entouré de ses parents. Il s'agit ici de la plus importante stèle funéraire d'Amiens qui n'a pas été retrouvée dans une nécropole, mais en réemploi dans l'enceinte du IVe siècle. Elle est ainsi non seulement un formidable témoignage de l'art funéraire antique, mais aussi le symbole de l'évolution du périmètre de la ville. Samarobriva est aussi connu pour avoir donné un empereur à l'Empire romain.
En effet, Magnance, originaire de la cité, a régné sur la partie occidentale de l'Empire de 350 à 353. Même si ses origines familiales sont floues, il n'en demeure pas moins qu'il s'est particulièrement distingué en tant que chef de guerre. D'ailleurs, c'est par la force qu'il prit l'ascendant sur l'empereur Constant Ier. La ville de Samarobriva profita de l'influence de Magnance en ouvrant notamment un atelier de frappe de monnaie. Cependant, Samarobriva finit par connaître un lent déclin, si bien qu'à la fin du 5e siècle, la cité devient une modeste bourgade regroupant une poignée de marchands et d'artisans. D'ailleurs, les élites locales ont fini par quitter la cité capitale pour se réfugier dans leurs villas en périphérie. L'arrivée des Francs de Clovis, après la bataille de Soissons, marque la fin définitive de l'époque gallo-romaine, celle qui aura fait d'Amiens la plus grande cité de la Gaule du Nord. S'ouvre ainsi une période plus troublée sous la dynastie des Mérovingiens et des Carolingiens, qui verra notamment les hordes de Vikings piller et détruire massivement la ville. Les beaux jours pour la capitale picarde reviennent dans la seconde moitié du Moyen-Âge. Dans un premier temps, par le fait qu'Amiens acquiert le statut de commune. De facto, cela lui confère le droit de jouir de nombreux privilèges, de gagner de l'autonomie vis-à-vis du seigneur, de lutter plus efficacement contre l'isolement dans un monde entier organisé en fonction des campagnes, de pouvoir faire valoir la solidarité entre les habitants. Ce mouvement communal à Amiens ne s'est pas réalisé sans mal, puisque la ville a vu s'opposer le comte d'Amiens, Enguerrand de Boves, qui lutte farouchement contre toute idée de commune aux bourgeois de la cité. Ces derniers l'ont emporté grâce à 2 soutiens de poids, l'évêque d'Amiens, Geoffroy, et le roi Louis VI le Gros. Le symbole communal à Amiens est sans conteste son beffroi. Après la victoire des bourgeois sur Enguerrand de Boves, il est le bâtiment garant des nouvelles libertés communales. Très vite, une cloche y est appendue afin de convoquer l'échevinage, ce corps de magistrats chargé des affaires, d'alerter la population en cas de danger intérieur ou extérieur et de rythmer les heures et la journée de travail. Je vous invite maintenant à me suivre afin de découvrir l'intérieur de l'édifice. Nous sommes à présent au rez-de-chaussée, dans cette petite salle voûtée d'ogives en forme d'arc brisé. Cette pièce était sans doute la cuisine du chépier, le gardien du beffroi. Aux étages supérieurs, on peut trouver de grandes salles avec leurs cheminées, mais aussi d'anciennes cellules. En effet, au fil des siècles, l'édifice s'étoffe de manière à pouvoir abriter des geôles et accueillir les séances des échevins qui s'y assemblent pour rendre la justice criminelle. La seconde moitié du Moyen-Âge marque un essor économique et commercial considérable pour Amiens. Pour preuve, les chantiers y sont légion et progressivement la ville devient une véritable place forte du commerce international. Ce succès est dû en grande partie à une petite plante qui pousse abondamment sur les riches terres aux abords de la Somme, la guède, plus connue en Picardie sous le nom de oued. Cette plante est intéressante puisqu'elle permet la teinture des tissus en plusieurs couleurs, le bleu, le violet, le vert ou encore le noir. Cette dernière couleur est particulièrement répandue dans les tenues vestimentaires à une époque où les hommes d'église sont nombreux et où les moments de deuil, surtout chez les nobles et les bourgeois, demandent à ce que cette couleur soit portée. Les marchands amiénois, spécialisés dans la guède, l'exportent même jusqu'en Angleterre et amassent des sommes d'argent conséquentes. Au Moyen-Âge, le commerce de cette petite plante est tel qu'elle se place au 2e rang des produits importés en Angleterre, juste derrière les vins du Bordelais. C'est le port d'Amiens, installé sur la Somme, qui permet à la ville d'exporter aisément les produits qu'elle cultive ou qu'elle fabrique vers le nord de l'Europe. Nous voici justement dans le quartier Saint-Leu, où l'on peut voir l'un des derniers témoins de l'industrie amiénoise du Moyen-Âge. Ce moulin du XIIe siècle atteste de la grande diversité des activités que l'on pouvait y pratiquer à l'époque. Cette force mécanique servait à la fabrication de la farine, de la moutarde ou encore du tissu. Le tissage amiénois était en effet renommé dans toute l'Europe du Nord, autant pour le drap à grosse toile que pour les fines étoffes. Ce moulin était la propriété du chapitre de la cathédrale et de fait
l'un des piliers de sa puissance économique. Justement, si Amiens est aujourd'hui mondialement connu, c'est bien pour sa cathédrale gothique, symbole absolu d'un médiéval effervescent et spirituel. Selon la légende, c'est à Firmin, le premier évêque d'Amiens, à qui l'on doit l'introduction du christianisme dans la ville au IIIe siècle. Une histoire raconte même qu'il aurait réussi en seulement 3 jours à convertir près de 3000 personnes à la nouvelle religion monothéiste. Toujours est-il que la cathédrale Notre-Dame est construite pour l'essentiel au XIIIe siècle, entre 1220 et 1288, afin de remplacer un édifice plus ancien, détruit par un incendie, et pour accueillir les nombreux fidèles venus se recueillir sur la relique du Saint Jean-Baptiste. C'est l'évêque d'Amiens, Évrard de Fouillois, qui initie la construction de ce joyau de l'art gothique. On retrouve en effet les caractéristiques fondamentales de cet art par la recherche de l'élévation, par les larges ouvertures dans les murs pour faire entrer la lumière et par le fait que l'ensemble de la structure repose sur des piliers étagés avec des arcs boutants. Nous sommes à présent devant l'impressionnante façade occidentale de la cathédrale d'Amiens. Le premier architecte de l'édifice, Robert de Luzarches, a souhaité y représenter certaines scènes de la Bible. C'est ainsi qu'au-dessus du portail central, on retrouve le jugement dernier. Voyez ici la précision et les détails de ce riche imagier, permettant ainsi aux fidèles, souvent analphabètes à l'époque, de pouvoir lire le texte saint dans la pierre. Cette pierre calcaire est d'ailleurs picarde puisqu'elle provient des carrières de la vallée de la Somme. Nous faisons notre entrée par la nef, la partie qui a pour but d'accueillir les fidèles pour les cérémonies religieuses. Celle de Notre-Dame d'Amiens a été bâtie en premier, ce qui est d'une grande originalité puisque la plupart des cathédrales sont construites à partir du chœur. La nef culmine à 40 mètres de hauteur et accueille de chaque côté un grand nombre de chapelles. Plus loin, on retrouve le chœur de la cathédrale, sans doute la partie du bâtiment la plus sainte. Avec un volume de 2000 mètres cubes, la cathédrale d'Amiens s'octroie le titre de plus vaste édifice gothique de France. Amiens présente un héritage antique et médiéval des plus singuliers et des plus précieux de l'histoire de France. La cité a su en effet s'imposer au fil des siècles comme une capitale incontournable de l'Europe du Nord, de par son territoire particulièrement riche et par ses institutions municipales et religieuses puissantes. Les vestiges antiques, le beffroi, le moulin Passavant, la cathédrale gothique symbolisent à eux seuls cet essor. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro d'un temps d'avance et vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, Amiens aux époques modernes et contemporaines.